Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 27 août 2025 et je voulais donc faire un nouvel audio pour revenir sur les notions de conformisme, d'anticonformisme et de non-conformisme. Donc beaucoup de gens, par souciance de dignité, de moralité, adoptent pour principe et devise de ne pas être conformiste, voyant qu'effectivement, ce à quoi la majorité actuelle se conforme, ce à quoi elle est alignée, pourrait-on dire autrement, est immoral et que cette conformation, cet alignement les conduit donc à s'avilir, à s'abêtir, à se gâcher, à s'abrutir, à s'abattardir, à empirer, en perdant de leur dignité, en perdant de leur moralité. Et même les faits devenir de plus en plus abjects, de plus en plus ridicules, détestables et donc immoraux. Donc ils adoptent pour devise de ne pas être conformistes. Ils revendiquent, pour certains ouvertement, un anticonformisme, donc certains ouvertement, d'autres moins, en fonction de leur degré de courage en termes de revendication. Voilà, certains vont garder ça plus pour eux ou être plus en marge silencieusement, d'autres vont vraiment le proclamer. Donc il y a différents degrés, mais je pense qu'il serait intéressant de préciser certaines choses parce que beaucoup de gens aujourd'hui parlent de conformisme, d'anticonformisme et de non-conformisme, un peu à tout va, de façon assez, si je puis dire, grossière et profane, dans donc cette intention de ne pas être des moutons, comme c'est dit de plus en plus couramment, sous prétexte de ne pas suivre le troupeau. Ces gens donc vont adhérer à des tendances de prétendue dissidence, de prétendue marginalité, de prétendue rébellion, et qui parfois finalement en fait les conduisent aussi à se retrouver à un certain degré aussi de déraison, d'immoralité, et les ramène dans des choses qui ne sont guère mieux, dans des voies de perdition. Comme je l'avais déjà dit dans le précédent audio, il ne faut pas donc non plus adhérer à n'importe quoi sous prétexte de ne pas suivre le troupeau, entre guillemets, sous prétexte de ne pas être en alignement avec cette masse de béni-oui-oui, d'esclaves du système, comme diraient d'autres. Sinon, on se retrouve manipulé aussi, puisqu'il y a aujourd'hui des manipulateurs et certains qui sont très pervers, des ingénieurs même en récupération de, si je puis dire, dissidents et anticonformistes d'intention, qui ont développé une habileté à grimer des choses qui finalement relèvent d'une certaine immoralité qui, à long terme ou plus subtilement, font rejoindre l'immoralité normativisée des béni-oui-oui de base, des esclaves de base. Ils ont développé une habileté à farder, grimer, maquiller, déguiser cela en quelque chose de moralement marginal, en quelque chose de moralement subversif, de moralement révolutionnaire, de moralement dissident. Et donc les personnes qui manquent de recul, qui manquent d'esprit critique, de discernement, et qui sont très primitivement dans ce concept d'adhérer à tout ce qui est d'apparence contraire, opposé à donc ce qui est à la mode, ce que suivent la plupart des gens amoralement, in fine immoralement. Beaucoup donc se font tromper et vont adhérer à n'importe quoi dès que ça leur est finalement présenté ou sublimé, ou vanté, même prescrit parfois comme étant donc de la dissidence, comme étant subversif. Et c'est énormément d'actualité, notamment avec le néo-conspirationnisme dont j'ai déjà parlé. Donc voilà, on retrouve ça là-dedans, des doctrines, des idéologies qui sont toutes présentées comme étant des idéologies dont la propagation serait crainte par les tenants du pouvoir en place, crainte par aussi leur béni oui-oui, et que ces gens craindraient de voir être adoptés par beaucoup, dont ils craindraient de voir les adeptes se massifier pour que des gens voilà, y adhèrent, et ça marche énormément. Voilà, il suffit en plus qu'il y ait un peu de simulation de censure, de traque, de porteurs de ces idéologies pour que des gens assez faibles d'esprit y adhèrent et les adoptent donc comme étant des idéologies de dissidents, de rebelles, de gens hors enclos, de gens indomptables, irréductibles,
dans la dissidence prétendument. Donc il faut se méfier de ces manipulations parce qu'il y a des manipulateurs très vicieux qui ont compris qu'en exploitant en fait cette intention qu'il y a chez de plus en plus de gens de se sentir rebelle, de se conférer un sentiment d'être aussi en marge avec la masse, envers le troupeau comme diraient d'autres, de se conférer le sentiment de contraster avec la majorité, un sentiment de ne pas suivre les modes, les tendances, un sentiment de dépareiller moralement vis-à-vis d'une masse décadente. Il y en a qui ont trouvé le filon et qui se sont dit, bah voilà, on va exploiter ça pour aussi manipuler des gens et les mettre à notre botte, les faire adhérer à ce qu'on va alors leur présenter comme dissidents, et ils vont y adhérer parce que voilà, ils ont cette envie de passer pour des rebelles. Donc si ce qu'on leur propose leur permet, si on fait en sorte que ça leur permette d'avoir une image de dissident dans une certaine communauté auprès d'un certain nombre de gens, eh ben, ils vont y adhérer et s'en contenter. C'est ce qui se passe avec la fausse dissidence relative à ce néoconspirationnisme que j'évoquais tout à l'heure. C'est qu'en fait, se sont créées des communautés de faux rebelles et c'est comme en fait des enclos secondaires qui sont en fait subtilement connectés. Il y a des passerelles pas évidentes à voir, mais qui existent entre ces enclos de seconde zone, si je puis dire, et l'enclos principal qui contient la plupart des béni-oui-oui dans leur moutonisme, si je puis dire, au sens figuré, dans leur panurgisme, donc d'esclaves en quelque sorte d'un système immoral, antiméritocratique, les gens qui vont dans le sens de l'ordre immoral établi. Et il y a des personnes qui croient être sorties de cet enclos, mais qui en fait ont été redirigées dans d'autres enclos, où en fait les conditions sont créées pour les y faire se sentir rebelles, avec de l'illusionnement, avec beaucoup de faux semblants, avec des pâtres qui sont tout prescrits comme des leaders d'opinion dissidente, mais qui en fait, dans le fond, sont de mentalité, de comportement, de mœurs et de posture pas si morales que ça, pas si contrastantes que ça avec celle de la plupart des moutons. Donc il y a des grands illusionnistes, si je puis dire, des grands mystificateurs qui sont passés maîtres dans, j'aime pas dire l'art parce que ça serait peut-être les surestimer, mais façon de dire, l'art, façon de dire, je précise bien encore, de tromper et de faire passer pour dissident, pour radicalement antipodal à la servilité des béni-oui de base, ceux qui en fait n'est pas si dissident que ça. Et donc il y a des techniques aujourd'hui, des systèmes de récupération de gens qui se posent des questions sur l'ordre immoral établi, sur le monde moderne, sur le système en place, qui se posent des questions existentielles, qui ont des réflexions morales, pour éviter que ces gens aient suffisamment de prise de conscience, prennent suffisamment recul et développent suffisamment de courage pour être dans une marginalité morale authentique. Tout est fait en fait pour les récupérer à temps, pour les remindsetter, si je puis dire, les re-brainwasher, les re-lobotomiser d'une autre façon, tout en prétendant les désendoctriner, les délobotomiser, les éveiller spirituellement, les éveiller moralement, etc., pour les mettre dans un autre enclos. Ça, c'est le rôle de pâtres, on pourrait les appeler aussi des chiens de berger, en quelque sorte, qui vont donc s'assurer que ces, entre guillemets, moutons noirs soient donc récupérés, rabattus et gérés, bien contrôlés et maîtrisés, avant que vraiment, voilà, ils rejoignent, si je puis dire, toujours mais au sens figuré, la lumière, bien qu'on est toujours, on n'est jamais pleinement conscient, on a toujours à apprendre, on a toujours matière à s'éveiller. On peut reprendre l'allégorie de la caverne de Platon, où par exemple, voilà, des prisonniers qui sont tournés vers le fond de la caverne, voilà, il y a les ombres qui sont projetées, il y a tout un illusionnement de ces gens, et on va imaginer certains qui se doutent qu'il y a une supercherie et qui vont se retourner, commencer à se demander si derrière il n'y aurait pas des marionnettistes ou des mystificateurs qui les maintiendraient dans une certaine matrice, dans un certain paradigme irréaliste et loin de la conscience donc des réalités, et qui les encloseraient, si je puis dire, les étriquerait déjà spirituellement, mais aussi les tiendrait en quelque sorte prisonniers dans un monde très limitatif, très voilà, sous conditionnement, etc., conditionnement immoral. Et donc ces prisonniers qui feraient un certain cheminement vers une certaine vérité et qui, petit à petit, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain,
donc s'éveilleraient donc à la réalité bien au-delà de ce qu'on veut qu'ils pensent, de ce qu'on veut qu'ils croient, de ce à quoi certains manipulateurs veulent qu'ils se tiennent, donc voir au-delà, aller au-delà du paradigme dans lequel ils sont voulus maintenus et prisonniers. Et donc il y a tout un cheminement alors de ces ex-prisonniers, si je puis dire, qui se libèrent petit à petit, qui s'éveillent moralement, qui prennent conscience d'autres réalités et qui cheminent vers la lumière. Dans ce chemin, ce cheminement, ils vont rencontrer certains mystificateurs plus habiles, plus pervers que les mystificateurs de base, qui vont user de ruses plus vicieuses, plus difficiles à conscientiser, qui vont se déguiser en fait en éveilleurs même, et qui vont prétendre les aider à rejoindre le droit chemin, à trouver la lumière, ou à la trouver plus facilement, plus rapidement, mais qui vont en fait les réégarer, les détourner du chemin, du bon chemin, et les rabattre, les ramener, voilà, ou les faire aller, partir dans des voies de perdition, tout en leur faisant croire qu'ils sont sur le bon chemin, et que ceux qui restent sur le droit chemin et qui ne se laissent pas avoir, tenter par ces mystificateurs plus pervers, manqueraient le coche ou se tromperaient de route. Il y a ce phénomène-là. On peut faire donc l'analogie, en l'occurrence avec les faux dissidents du néoconspirationnisme vulgarisé, avec donc cette fausse dissidence et le jeu de simulation de leur diabolisation pour les accréditer, puisque pour que des gens les prennent pour des vrais rebelles, ils ont créé l'illusion et la maintiennent, la cultivent, que ces gens prendraient des coups, seraient traqués par le pouvoir en place, seraient dérangeants pour le pouvoir en place, et pour que suffisamment de gens croient ça et donc continuent de miser sur eux ou de s'y conformer en les prenant pour modèle de dissidence, de rébellion. Donc ils font en sorte qu'ils paraissent, qu'ils continuent de paraître être dérangeants pour le pouvoir en place. Donc ils simulent une traque, une persécution, une diabolisation incessante, extrême de ces personnes. Et ça marche sur beaucoup, qui raisonnent très primitivement, qui se disent ces gens-là dérangent, donc ils disent la vérité. S'ils sont si attaqués, si emmerdés par le système, les conservateurs, les tenants du pouvoir en place et les bénis, oui, c'est que, voilà, si on cherche tant à les diaboliser, c'est que ce sont les porteurs de vérité, et donc ils vont d'autant plus prendre pour argent comptant, si je puis dire, tout ce qui vient de ces personnes, alors que ce ne sont pas des dissidents, simplement que l'illusion qu'ils dérangent est créée et cultivée, je le redis, et ça fait beaucoup de dégâts. Pendant ce temps-là, la vraie dissidence et les vrais éveilleurs sont ailleurs et sont voulus invisibiliser, car il y a une volonté que les faux dissidents, faussement diabolisés, faussement traqués, monopolisent et soient ceux qui sont accessibles aux gens. Donc, certaines personnes vont se poser des questions sur l'envers du système, sur l'envers du décor, pourrait-on dire, sur l'ordre immoral établi, des questions aussi plus existentielles, en termes de spiritualité notamment, de moralité, d'axiologie et tout ça, et vont donc, par exemple, faire des recherches sur Internet, puisque Internet est présenté aussi comme étant, il y a un certain cyberespace qui est présenté comme conteneur de tout un tas de sites alternatifs avec de l'information alternative prétendument, mais qui en fait n'en est pas. Et des sites aussi, des plateformes qui sont présentées comme étant des plateformes de démystification, de réinformation subversive, et qui sont en fait des plateformes, des web médias de désinformation, mais d'une autre façon, qui redésinforment et qui finalement égarent. Voilà, donc il y a toute une ingénierie en matière de récupération et de rabattement dans un certain enclos de gens qui commencent à se poser des questions, à se poser trop de questions. Donc il faut aussi passer au crible de l'esprit critique, ces médias prétendument alternatifs, et ne pas croire que parce que c'est sur Internet, ce serait libre, que ça échapperait au contrôle des ingénieurs en conditionnement immoral de masse, si je puis dire, et à leur vigilance. Il ne faut pas être naïf, c'est pas, binaire. Il y a un biais de tiers exclus chez beaucoup, biais cognitif de tiers exclus, par lequel ils croient qu'il y a d'un côté les médias qu'ils vont appeler les médias mainstream, qui sont en gros les médias du PAF, de la télé, de la presse alignée, vont-ils dire, des radios FM, etc. Et de l'autre, les médias d'Internet, de ce néoconspirationnisme-là qui est en vogue, qui seraient les médias de réinformation, les médias subversifs. Et donc il y a cette dualité en quelque sorte, mais il faut bien sortir de ça et voir que ces médias dits de réinformation, que eux prennent majoritairement pour dissidents,
et éveillants et vertueux au niveau spirituel aussi et moral, sont aussi des sites qui égarent, des sites qui mystifient et qui sont eux aussi contrôlés. Et d'ailleurs, certains deviennent tellement visités qu'on peut, à ce stade, les inclure dans les médias mainstream. D'ailleurs, il y a du néoconspirationnisme qui est de plus en plus mainstream. Et d'ailleurs, vous pouvez taper des termes, des notions qui ont trait à la dissidence. Vous verrez que vous êtes redirigé vers donc toujours les mêmes plateformes, les mêmes sites, les mêmes personnalités prescrites comme étant des leaders. C'est prescrit par panurge, comme j'aime dire. Et finalement, on vous oriente, vous êtes réorienté vers des gens. Et si vous cherchez, vous creusez, vous vous renseignez sur leurs accointances, leurs connexions, tout ça, et sur leur parcours, sur leur mentalité aussi, si vous prenez le temps de les cerner, que vous exercez vraiment un esprit critique vis-à-vis d'eux, vous allez voir que ce ne sont pas des gens si moralement alternatifs que ça, et si moraux déjà, et si sages. Et que surtout, ce vers quoi ils incitent à tendre n'est pas si alternatif et si moral que ça. Il faut bien comprendre que la vraie dissidence est ailleurs. Ce qui est vraiment révolutionnaire est ailleurs, et donc il faut chercher encore au-delà. C'est comme avec certaines musiques dites alternatives. Je vais prendre l'exemple du rap, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont trompés, qui ont cru qu'un certain rap, qui en fait est présenté comme un rap underground ou un rap alternatif ou subversif, et qui est en fait un rap mainstream aussi, serait un rap dissident, serait un rap de rebelle, qui porterait une parole de moraliste sur un système injuste, sur une société décadente, etc., sur l'inversion des valeurs, etc. Beaucoup de jeunes donc, ont pris certains pontes de ce rap-là comme étant de grands éveilleurs. Il y en a même qui font office de gourou, tristement. Et donc se sont fait avoir et sont baignés dans cette culture de ce rap-là en croyant que c'était une culture de gens rebelles, révolutionnaires, dissidents, et qui en fait se sont fait récupérer. Voilà, il y a d'autres courants comme ça. Il y en a, c'est avec le reggae mainstream. Il y en a à plusieurs sauces, des sauces plus exotiques aussi, si je puis dire. Et puis d'autres aussi avec le métal, d'autres avec... bon, après, il y a différents degrés. Il y a des gens qui sont récupérés. Ben là, c'est pareil. Il faut être capable de voir au-delà. C'est-à-dire que on est dans un système où on cherche à nous conditionner immoralement et on nous présente en fait une version de toute chose en nous disant que cette version-là est la seule bonne version de la chose en question. Donc on nous présente voilà, des artistes prétendus de musique, on nous dit c'est ça la musique et donc il faut être capable d'aller voir au-delà, de transcender ça pour trouver quelque chose de vraiment qualitatif, qui est de la vraie musique. Et c'est pareil un peu pour tout. Il y a la version profane qui est toute présentée comme étant la bonne pour donc le grand public, si je puis dire, et la majorité des gens. Et il y a donc la version pour les plus les puristes, ou la version meilleure, la bonne, qui est loin derrière, et il faut cheminer pour la trouver. Et je dirais même que l'accès et le fait de pouvoir y goûter se mérite aussi par justement cet effort d'aller vers, de cheminer vers. Et bien évidemment, dans ce cheminement, il y a des obstacles, il y a des illusionnistes, il y a des imposteurs qui donc sont sur ce chemin, qui s'interposent et qui vont essayer usurpatoirement, si je puis dire, de vous tromper en se faisant passer pour ce qu'il y a de mieux que ce au-delà de quoi vous cherchez. Donc voilà, il y a tout un cheminement à faire. J'en reviens donc au conformisme. Il faut se méfier parce qu'il y a aussi donc si je puis dire, un faux anticonformisme et un faux non-conformisme avec donc d'autres enclos et des tendances aussi et des modes. Ça peut paraître paradoxal, mais des modes de entre guillemets, l'anticonformisme, du non-conformisme. Ce n'est pas du coup du non-conformisme et de l'anticonformisme authentique. Donc après, il faut préciser, moi je préfère parler de normativisme et de non-normativisme que de conformisme et de non-conformisme, parce que bon, quand on parle de conformisme, donc on parle de la posture de gens qui sont pour se conformer, mais se conformer à quoi? Il s'agit d'une conformation à quoi? Donc il faut regarder. Conformation à quelque chose de bien, de moral ou d'immoral. Conformation inconditionnelle à tout ce qui est présenté comme bien dans les médias, tout ce qui est pris pour bien par la majorité. Donc conformation à quoi? Il faut préciser. Moi, je préfère donc parler donc de conformation à ce qui est normatif, donc de normativisme pour désigner donc le partisanat des gens qui sont pour la conformation à ce qui est normatif, qui sont des obsédés de la normativité, qui veulent toujours s'aligner à ce qui est la norme. Donc là, c'est plus précis déjà, et là, je parle de normes dans ce monde moderne. J'ai déjà parlé du modernisme, avec ce concept satanique, disons-le clairement,
d'obsolétiser ce qui est moral et de faire en sorte que seule l'immoralité, même toujours plus d'immoralité, soit moderne ou vue comme devant être actuelle. Donc une volonté de rendre révolue et ce irréversiblement et fatalement la moralité, en deux mots. Là, je parle de la normativité dans le monde moderne. Donc en fait, on le voit clairement, il y a eu un processus de normativisation de l'immoralité et même de l'immoralisme. Et à ce stade, en l'état, c'est un très haut degré d'immoralité qui est devenu la norme. Donc même des gens d'ailleurs qui étaient quand même d'une posture assez immoraliste ont du mal à suivre la cadence parce que ce sont des immoralités toujours plus grandes, toujours plus abjectes, qui sont la norme. La norme évolue mal, il y aurait pu avoir le contraire, un processus de moralisation de la norme pour tendre à se rapprocher de la vraie morale, du code moral, si je puis dire vrai, le code vraiment moral, mais c'est tout le contraire puisqu'il y a une entreprise satanique d'inversion des valeurs, d'inversion du système de valeurs, d'inversion du système de récompense aussi, de justice et injustice, de bien et de mal, etc. Une volonté de subvertir sataniquement l'ordre moral et par cela donc de tout inverser et de faire comme si l'inversion était l'endroit, comme si le monde à l'envers était le monde à l'endroit. Et donc, dans cette société-là, moderne, avec ce concept satanique d'inversion, forcément, c'est un processus, j'allais dire incessant, mais non, ça aura une fin, mais qui est encore en cours, donc d'immoralisation de ce qui est la norme, ou pourrait-on dire de normativisation de l'immoralité, mais c'est pas toujours plus de normativisation de l'immoralité à ce stade, parce que l'immoralité a déjà été normativisée, mais là, c'est finalement un empirement de l'immoralité qui est déjà normative. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de normativiser une certaine immoralité d'un certain degré, ils vont plus loin, ils font empirer cette immoralité normativisée en montant le niveau d'immoralité. Donc on voit chaque mois, chaque année, ça va de plus en plus vite, c'est effrayant, ce qui est normatif est toujours plus immoral. Les gens lâches qui n'ont pas le courage de dépareiller vis-à-vis d'une certaine majorité de gens, la lâcheté étant en l'état encore majoritaire malheureusement. Il y a donc une majorité de gens qui sont dans ce normativisme de moderniste et dans un certain immoralisme qui, chez certains, est forcé. Il y en a qui ont conscience de certaines choses, mais qui font violence à leur conscience morale et s'efforcent d'être dans le moule, de faire des choses immorales pour coller au profil de citoyen érigé comme profil de citoyen modèle, et pour être suffisamment immoral pour être in dans ce monde-là et ne pas risquer d'être mal perçu, ne pas risquer de ne pas coller au code en vigueur et rester bien dans le moule pour s'assurer d'être inclus socialement dans ce monde-là, donc ce qui implique d'être énormément à l'envers, de jouer cette comédie consistant à faire comme si l'immoralité était morale et la moralité, en deux mots, était immorale, donc d'être dans un certain inversionnisme, de se voiler la face et de jouer une comédie collective en faisant comme si l'envers était l'endroit, comme si tout ce qui était pervers était non pervers et vicieux ne l'était pas, et faire comme si la non-inversion était l'inversion et l'inversion la non-inversion. Donc des gens très hypocrites qui sont complètement à l'envers et qui en fait s'efforcent de s'aligner à des tendances toujours plus immorales, d'essayer de faire taire la conscience morale en eux. Et en plus, il y a beaucoup aujourd'hui de coachs en faux éveil spirituel, si je puis dire, qui les aident avec des techniques pour essayer de se rendre de plus en plus sourds à la conscience morale, parce que comme il y a un système immunitaire pour le corps physique, il y a un système immunitaire pour l'âme qui se manifeste par cette résurgence, j'allais dire une inadmissibilité, mais je reviendrai là-dessus plus tard, mais un revival, une résurgence, oui, de la conscience morale, de cette voix en l'homme qui dit là c'est pas bien, là c'est bien, voilà, il faut pas faire ça, qui met des limites, qui donne mauvaise conscience lorsqu'il commet trop d'immoralité. Et donc il y a tout un conditionnement d'une majorité de gens pour les maintenir dans un concept de réprimer cette conscience morale en eux, ou de ne pas l'écouter, ou de se voiler la face, réciter des mantras, ou se conditionner mentalement, ou je sais pas quoi, ou avoir une certaine attitude intérieure pour être sourd vis-à-vis de cette conscience morale, pour ne pas l'écouter, et même pour être fier de la contredire. Donc il y a des gens qui, plus
Finalement, la conscience morale en eux va dire de faire ci ou ça, et plus ils vont s'efforcer d'être immoraux par devise, de ne pas l'écouter parce qu'on leur a fait croire qu'être moraux, ce n'était pas bien, que ce serait craignos, c'est parce qu'ils savent que dans ce monde actuel moderne, l'immoralité est la norme, en l'état, injustement, et que s'ils ne sont pas immoraux et même suffisamment immoraux, eh ben, ils seront vus comme des gens craignos, ils auront alors mauvaise image sociale, ils seront en tout cas pas perçus comme des gens bien par une majorité, et donc ils risqueraient alors d'être haïs par un certain nombre de gens ou méprisés, d'être vus comme des infréquentables, de voir leur code social baisser, de se retrouver exclus socialement, marginalisés et voire même damnés socialement. Voilà ce qui est leur pire cauchemar. L'homme a naturellement un besoin d'appartenance sociale, d'interaction sociale, et donc il y a un conditionnement de cela abject par de plus en plus d'immoralité dans ce monde à l'envers qu'est ce monde moderne-là. Donc, ne pas être conformiste, oui, ok, mais il faut être plus précis, je dirais qu'il faut ne pas être normativiste, surtout ne pas être normopathe. Donc la normopathie, le fait d'être normopathe, c'est le fait d'être obsédé en fait par la conformation, la conformité à ce qui est normatif dans ce monde. Et donc il y a des gens qui, proportionnellement à leur lâcheté, et proportionnellement par elle à la trouille, la peur qu'ils ont de risquer de dépareiller vis-à-vis de la majorité, de ne pas être en osmose, en phase, en alignement avec la majorité et avec les normes en vigueur dans ce monde-là, leur peur de risquer l'exclusion sociale et la damnation sociale, ont une souciance très poussée proportionnellement d'être donc alignés aux tendances, aux dernières tendances, d'être très à jour. Ils veulent vraiment être à tout prix dans le moule, parfaitement, et ne se pardonneraient aucun petit désalignement vis-à-vis de ce qui est à la mode, de ce qui est tendance. Donc ils vont s'y conformer, s'y calquer aveuglément, amoralement. Hein, donc ils se fichent alors de la question de si c'est moral ou pas. Peu leur importe, tout ce qui leur importe en fait c'est de se rassurer en ayant la garantie d'être bien vu par la plupart et d'être in dans ce monde-là en étant conforme à ce qui est normatif, à ce qui y est normatif. Donc, cette souciance, cette obsession de la conformité à la norme prend tellement le pas sur tout chez eux, les hante tellement, que le reste leur importe peu. Ils se fichent de la dignité, ils se fichent de la question de la moralité, de la droiture, de la raison ou du tort, etc. Ils s'en fichent. Oui, beaucoup sont des normopathes, et donc il y a une précision à apporter. Certains vont les appeler les conformistes, les moutons, voilà, mais il faut être plus précis. Moi, je les appelle les normativistes. Et donc, ce sont des gens qui deviennent très façonnables, puisqu'il y a des façonneurs, si je puis dire, de masse, qui vont exploiter cette lâcheté et ces peurs que j'ai évoquées tout à l'heure pour les façonner et les rendre comme ils les veulent, en jouant sur ces peurs et en faisant en sorte que s'ils ne sont pas comme ils les veulent, ils risqueront donc l'exclusion sociale. Donc, comme ils les veulent immoraux, ils font en sorte que tout ce qui n'est pas immoral, même très immoral, soit facteur de marginalisation, fasse être mal vu et soit facteur même de damnation sociale. Il y a certaines personnes qui, des fois, bien qu'ils avaient la volonté d'être très conformistes, d'être très normativistes, de rester alignés aux tendances, n'y sont pas parvenus et ont vécu ça comme un traumatisme et qui n'arrivent pas depuis à se remettre bien dans le moule, et qui le vivent très mal, et qui pourtant ne sont pas des gens forcément très droits, très sages, mais qui se savent avoir un retard. Voilà, ils ont loupé des wagons, si je puis dire, des wagons d'immoralité et sont à la traîne. Et ben même ceux-là, bien qu'ils ne soient pas des gens droits, peuvent être mis au banc ou considérés comme étant à la traîne. Voilà, il y a cette peur déjà d'être à la traîne chez beaucoup, et pire encore, ça c'est leur pire cauchemar, d'être donc complètement damnés socialement, considérés comme inexistants, comme insipides, puisque dans le paradigme dans lequel la majorité de ces gens sont voulus et mis par ce conditionnement satanique, si je puis dire, dans ce paradigme, l'immoralité est considérée comme, injustement, comme ce qui ferait l'éclat d'un être humain, ce qui le rendrait digne d'attention, digne d'estime, fascinant, lumineux. Tout est à l'envers en fait dans ce paradigme. Ce qui est moral est alors considéré comme étant ternissant, quelque chose qui
rendrait les êtres humains insipides et même répugnants, aversifs et vils, qui en ferait la lie de l'humanité, alors que c'est tout le contraire en fait. C'est la moralité, en 2 mots, qui fait la grandeur, la vraie beauté, beauté aussi de l'âme, la sagesse, la maturité, l'estimabilité, la respectabilité, la dignité notamment de confiance, mais de beaucoup de choses qui forcent le respect. Ils ont tout inversé en conférant à l'immoralité les caractéristiques de la moralité en 2 mots et en conférant à la moralité en 2 mots les caractéristiques de l'immoralité, en inversant tout. Et donc il y a un culte de l'inversion dans cette société et l'inversionnisme est devenu lui-même normatif catastrophiquement. Donc il faut développer le courage de dépareiller vis-à-vis de cette masse de normativistes qui est Savilis, puisqu'ils suivent des tendances toujours plus immorales, donc ils suivent un processus d'immoralisation et donc d'abaissement, d'avilissement, d'empirement. Il faut développer le courage parce qu'on ne l'a pas comme ça en un claquement de doigts. C'est quelque chose dont on a le mérite parce que ça se développe et avoir le courage suffisant pour assumer d'incarner quelque chose de différent, de différentiel vis-à-vis de cette masse qui va à volo, qui est assez monolithique, uniformisée dans l'immoralisme, dans l'immoralité, dans la décadence. Il faut être capable donc d'assumer une posture de moralité, une posture de gens sages, de gens qui ont des valeurs morales, un sens moral, de gens dignes, et aussi être capable d'en payer en quelque sorte le prix, parce que ça a plus que jamais un prix. Ça implique de faire objet de pas mal de camouflets, de moqueries, de persiflages, de brocards, d'être très rabaissé, d'être pris de haut par des gens qui sont pourtant très médiocres, hein, puisque dans leur inversionnisme, ces immoralistes sont médiocrates. Plus ils sont médiocres, plus ils se croient au top, plus des gens sont vraiment d'un haut niveau, moralement notamment, mais ont des compétences et du génie, et plus ils les rabaissent, plus ils les font passer pour des nuls, pour des médiocres, pour des gens ridicules, pour des gens non inspirants, des contre-exemples, etc. Et eux, ces immoralistes, s'auto-exemplarisent. Plus ils sont abjects, répugnants, imméritants, et plus ils se font passer pour la crème de l'humanité, pour les meilleurs, les sommités, etc. Donc tout est à l'envers, je le répète encore une fois. Et donc il faut être capable donc, de tenir tête à l'inversionnisme de ces gens, à leur immoralisme, et ça implique de se heurter à leur fascisme, hein, parce que plus ils vont loin dans l'immoralisme, dans la transgression des interdits moraux, dans l'opposition à la raison, dans la folie, hein, en un mot, et plus ils se rendent reprochables, plus ils sont reprochables de choses, plus ils se voilent la face, plus ils défendent avec zèle, ardeur leur version d'inverseur, hein, donc l'idée qu'ils seraient moraux dans l'immoralité. Plus ils se trompent la tronche, ils se voilent la face et s'entraident ensemble dans ce voilage de face, et plus ils sont fascistes du coup dans leur immoralisme. Parce que plus en fait ils sont immoraux et en tort, plus ils vont prétendre qu'ils sont dans la raison, moraux, sages, avec ferveur, ardeur et fascisme. Donc quand on remet les pendules à l'heure, si je puis dire, les barres sur les T, les points sur les I, et qu'on dit qui est comment et chacun, et qu'on rétablit la vérité morale, qu'on coupe court à l'inversion notamment des rôles et à cette mascarade, qu'on est juste tout simplement en voyant chacun à son réel niveau, chacun comme il est, y compris soi-même, objectivement et lucidement, et c'est la crise et on se heurte au fascisme de ces gens qui veulent nous forcer à être donc inversionnistes, à être comme eux parce que ça leur pose problème qu'il y ait des gens lucides et des gens qui ne soient pas à l'envers, qui ne jouent pas le jeu de l'inversion dans ce monde, d'être en coprésence de gens qui ont de l'intégrité morale, qui sont de bon sens, dans le bon sens, qui sont à l'endroit, qui ont du sens moral, du bon sens moral, et qui sont justes. Ça les gêne, ça les dérange terriblement, parce que ça ne peut pas coller avec eux, ça les met mal à l'aise, c'est malaisant pour eux, et donc ils font tout alors, soit pour convertir ces personnes à l'immoralisme, à l'inversionnisme, en essayant de les manipuler déjà, ou avec des idéologies. Si ça ne marche pas, ils vont essayer de les intimider, de ruser autrement, de faire des chantages, ou si vraiment ils n'y arrivent pas par tous ces moyens, ils vont soit donc recourir à la violence, essayer d'éliminer ces personnes, ou de les pousser au suicide. Et donc ils peuvent être vraiment d'un sadisme et très prédateur contre ces personnes qui font de la résistance morale. Et donc le vrai non-conformisme, si je puis dire moralement parlant, c'est donc dans l'opposition au normativisme des modernistes, donc dans ce monde moderne,
et dans donc la contradiction de l'immoralisation de ce monde, en étant au contraire dans un processus de moralisation. C'est la démarche de se moraliser, pas seulement soi-même déjà, mais collectivement, qui est vraiment révolutionnaire, la démarche révolutionnaire. Tous les gens qui vous parlent de révolution, de dissidence, mais qui crachent sur la morale, le moralisme, sont des imposteurs. Tous les gens qui vous parlent de changement, de monde meilleur, qui prétendent avoir des beaux idéaux, vouloir un monde plus juste, mais qui, quand vous leur parlez de morale, quand vous leur parlez de responsabilisation, de retour au sens moral, au sens des valeurs, que vous leur parlez d'axiologie, que vous les amenez à cette science de l'axiologie et qu'ils vous crachent à la gueule, alors tous ces gens-là sont des imposteurs, sont des faux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui feignent vouloir un monde meilleur, qui feignent détester l'immoralité ambiante, les normes et tout, et comment ce monde évolue mal, qui prétendent le déplorer, mais qui en vérité ne le déplorent pas vraiment. Ils ne font que feindre le déplorer, et en fait ils se plaisent assez dans ce monde, ou en tout cas préfèrent ça qu'à un monde moral, ou ne sont pas disposés à faire les efforts pour donc participer à une moralisation, ne serait-ce qu'à un petit niveau, parce que ça commence déjà à notre niveau. Ils ne sont pas disposés donc à s'engager, à s'impliquer déjà personnellement et même pas d'un investissement collectif pour la moralisation. Même n'y croient pas, n'ont pas la foi. Quand on parle d'avoir la foi, c'est avoir la foi en ce qui est moral. Beaucoup de gens parlent d'avoir la foi en Dieu, mais avant cela, déjà, avoir la foi en ce qui est moral, avoir confiance au fait qu'en travaillant à son niveau, déjà sur soi-même, pour se moraliser, pour amener plus de bon sens moral, d'intelligence morale dans donc les choix, dans les préférences, dans les façons de penser, les raisonnements, dans les attitudes, dans les comportements, dans les conduites. Avoir foi en le fait que ça va participer à abonir le monde, que c'est possible surtout. Parce qu'il y a eu un décret satanique comme quoi ce serait impossible. Or, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en l'état, s'en montrent incapables ou s'en croient incapables ou se persuadent que ce serait impossible que ça l'est, que c'est impossible, ou que d'autres ne puissent pas en être capables. Voilà. Et il y a des personnes qui ne veulent pas que meilleurs qu'eux soient reconnus comme en étant capables, parce que sinon, voilà, eux, ils seraient renvoyés à la réalité qu'eux ne le sont pas en l'état, et donc ils auraient un complexe d'infériorité. Donc ils veulent voir ceux qui entreprennent un travail de moralisation, même à petite échelle, à petit niveau, ils veulent les voir échouer lamentablement, juste pour leur ego, pour dire ils se croyaient plus forts que nous, ils croyaient qu'ils allaient réussir à révolutionner moralement, ils n'y sont pas parvenus, nous on n'y arrive pas, donc c'est pas eux qui vont y arriver, donc c'est pas possible, la preuve, ceux qui ont essayé se sont vautrés. Voilà, j'ai entendu pas mal de discours comme ça, et quand vous avez vraiment la foi, que vous vous engagez, vous faites des choses, que vous avez une belle énergie, une bonne dynamique, vous avez des gens comme ça, des fatalistes qui viennent essayer de vous plomber en vous disant mais regardez, vous pourrez rien faire, vous êtes des idéalistes, vous êtes pas réalistes, machin, il y en a plein qui ont essayé avant vous, ils n'ont pas réussi, tout ça. Et c'est pas une raison. Il faut pas se laisser dissuader par ces personnes. Donc forcément, s'assagir, s'abonir par un travail sur soi dans le bon sens, donc en se moralisant pour mieux se comporter plus sagement, plus en conformité avec la morale, implique forcément de contraster avec donc une majorité, c'est le constat, je dis pas que ce sera toujours comme ça, je dis qu'en l'état c'est tristement comme ça, je dis pas que la majorité est par définition, parce que majorité forcément immorale, mais en l'état il faut être lucide, il y a beaucoup plus de gens immoraux, décadents, qui sont dans la folie et dans l'inversion, et qui sont lâches, que de gens braves, courageux, moraux, droits, qui ont de l'intégrité morale dans ce monde moderne-là, cette société moderne. Ça implique de contraster avec une majorité de gens à la dérive, de gens qui sont à l'envers, qui se méprennent sur plein de choses et qui sont conditionnés à percevoir comme étant négatif et détestable et aversif ce qui est moral. Donc ça implique de se retrouver pas mal détesté. Autant on voit que dans ce système inique, injuste, des gens crapuleux, voyous, scélérats, qui se comportent très mal, qui abusent même de beaucoup de gens, sont bien vus et sont récompensés et sont vus comme des gens admirables. Il y a même une voyoucratisation de la société. Autant des gens droits, des gens qui sont vraiment exemplaires
et dont beaucoup de gens devraient prendre exemple, sont vus comme des merdes, sont dépréciés, sont conchiés et maudits, voire même voulus damnés. Ils font objet de prédation. Donc voilà, il y a vraiment une grande injustice, une inversion radicale du système de récompense. Et donc le non-conformisme, oui, et l'anticonformisme, oui, mais de façon réfléchie, de façon moralement éclairée. Savoir pourquoi on ne se conforme pas. Et donc il faut déjà bien analyser l'objet de conformation, ce à quoi il est question ou non de se conformer, voir si c'est moral ou pas, si ça va rendre meilleur ou pas, plus vertueux ou pas, et évaluer le degré de moralité de la chose en faisant abstraction du regard de la majorité ou même de gens de notre entourage ou qu'on connaît ou qui vont même avoir une certaine influence sur nous, sur la chose, être capable de juger objectivement, voilà, en faisant abstraction de ça. Certains disent juger, penser par soi-même, mais il faut être plus précis, pas forcément. Oui, penser par soi-même, bien sûr, parce qu'il faut être autonome dans la pensée morale, le raisonnement moral et le jugement moral, mais surtout penser moralement, raisonner avec logique, avec bon sens moral. Donc voilà, il faut un retour à la logique aussi, hein. Là, on est dans un monde où il y a un culte de l'illogisme, de l'irrationalisme. Forcément, des gens lâches qui n'ont pas le courage en état de vivre dignement comme des hommes sages, moraux, tels que c'est attendu par Dieu, si je puis dire, et tel que le bon sens le veut, bah forcément vont tricher, vont inverser les valeurs et essayer de se tromper la tronche en jouant une comédie, en faisant comme s'ils sont moraux dans l'immoralité, comme s'ils sont dignes dans l'indignité, comme s'ils méritaient dans le démérite et comme s'ils étaient justes dans l'injustice, et donc vont ensemble faire semblant. Donc ça donne des comédies assez ridicules et épouvantables. Il y a un monde d'hypocrites et un code de l'hypocrisie, ou moins un mot d'ordre d'être hypocrite dans la société. C'est comme un consensus, hein, et si vous allez à l'encontre, tous les défauts sont projetés sur vous, vous servez de bouc émissaire, hein, on connaît bien le phénomène. Donc forcément, du fait de ce consensus d'hypocrites, de gens qui veulent donc imposer que la plupart des gens consentent à faire comme si ce qui était immoral était moral, comme si l'indignité était la dignité, comme si la folie était la raison, comme si le mauvais sens était le bon sens, comme si la justice était l'injustice et l'injustice la justice, et comme si ce qui est à l'endroit était à l'envers et ce qui est à l'envers était à l'endroit, bah ces gens-là sont pour aussi que l'illogisme soit normatif, forcément, puisque dans leur inversionnisme, ils ne peuvent pas être logiques. La logique, c'est pas sur le mode de l'inversion. La logique, c'est le bon sens. Il y a une logique aussi morale dans la vie qui est bien plus évidente qu'on consent à le reconnaître, qu'en tout cas beaucoup de gens consentent à le reconnaître. Et donc il faut revenir donc à la logique morale, à la logique axiologique, la logique donc des valeurs aussi, de la hiérarchie des valeurs, en tout réalisme moral, et contre donc l'illogisme fasciste de beaucoup de ceux qui ne veulent pas vivre à l'endroit parce qu'ils savent qu'ils n'en ont pas le courage en l'état. Le problème, c'est que reconnaître une certaine lâcheté, c'est ignominieux, c'est honteux. Il y a peu de gens qui sont capables de reconnaître qu'ils sont lâches. Et pourtant, quand on a une certaine lâcheté ou qu'on n'a pas le courage de faire ceci ou cela, il faut le reconnaître et sur base de cette reconnaissance, va commencer à développer du courage, voilà, sans honte d'en avoir peu au début. On ne peut pas acquérir quelque chose si on croit qu'on l'a déjà. Ceux qui se bernent, qui s'auto-illusionnent en se considérant comme courageux dans la lâcheté, eh ben, vont se conforter et se complaire dans la lâcheté, puisqu'ils s'y croient et s'y sentent déjà courageux. Tandis que celui qui, avec une honnêteté qui l'honore alors, va se reconnaître en tout réalisme comme lâche, même si c'est pas plaisant au début, même si voilà, des gens vont trouver ça bizarre, avec mépris, même si ça peut paraître con, ou que la personne peut se trouver conne sur le moment, c'est un bon début. Et là, sur base de cette reconnaissance, la personne va pouvoir donc mesurer l'urgence donc de sortir de cette lâcheté, les bénéfices de développer du courage, et va travailler donc à devenir plus courageux. Le courage, ça ne s'invente pas, ce n'est pas inné, c'est quelque chose qu'on développe, c'est quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qui doit aussi se garder, parce qu'on peut aussi se décourager. Autant on peut devenir courageux, autant on peut redevenir lâche et devenir fainéant, devenir partisan du moindre effort. Et la pire des fainéantises, c'est déjà la fainéantise d'esprit. Voilà, le pire degré de lâcheté, de fainéantise aussi, c'est de ne plus avoir le courage, ne serait-ce que de penser,
de penser dans le bon sens, de bien penser. Il y a une dictature de la pensée aussi, et aujourd'hui il y a des gens tellement intimidés ou tellement conditionnés, soumis, qui n'ont même pas le courage d'avoir certains raisonnements ou d'exercer un certain esprit critique silencieusement en eux, sans le verbaliser. Hein, donc, je sais pas, ils ont peur que des gens lisent dans leur esprit, ou alors déjà qu'ils ont peur là en l'état. Alors imaginez si demain il y a une technologie qui permettrait de voir dans la pensée des autres ou je sais pas quoi, comment alors ils seraient encore plus craintifs et lâches, quoi. Donc là, on a encore la liberté de penser en intimité, si je puis dire, confidentiellement, de juger confidentiellement, de voilà, encore une certaine liberté. On peut avoir des pensées privées, des pensées, donc on peut encore en profiter. Bon, après, il ne s'agit pas que de garder sa moralité en soi, pour soi. Il faut donc bien évidemment la communiquer, il faut l'exprimer, il faut la manifester et la transposer en acte, en conduite, etc. Hein, il y a aussi des gens qui sont de bonne mentalité, mais qui n'ont pas le courage donc de manifester, de transposer cette moralité et sagesse comportementalement dans l'attitude, voilà, dans leur choix de vie, parce qu'ils n'ont pas le courage en termes d'action. Il n'y a pas que l'idéologie qui compte, il y a l'activisme aussi. Comme il n'y a pas que l'activisme, il faut une base solide idéologique, une ossature morale, une intégrité, des bons repères moraux, comme certains diraient, une colonne vertébrale morale, quoi. D'où l'importance d'une certaine rigueur, d'une certaine vigilance morale, d'une certaine rectitude de principe, d'être ferme, d'être à cheval sur de bons principes et d'avoir l'humilité de reconnaître quand on en a appliqué de mauvais, être disposé à se remettre en question. Contre orgueil normativisé et contre donc l'orgueil et le fascisme de ceux qui voient ça d'un mauvais œil, qui s'en trouvent dérangés. Je reviendrai sur certaines choses peut-être plus tard, et puis je vous souhaite de bien prendre soin de vous, bon cheminement et à très bientôt sûrement. Ciao!